programme a des activités très diverses. Hein. Nous sommes un programme très transversal. Donc, nous avons comme mandat la large diffusion de l'ensemble des technologies générées par l'IA, les différentes composantes de la recherche de l'IA, je veux dire tous les programmes, bon, ça est très exhaustif, le programme Sorgho, le programme Maïs, les laboratoires de technologie alimentaire, le programme bovin, le programme volaille, le programme Niébé, le programme arachide, enfin bref, toutes les activités de recherche de l'IA qui ont pu générer des technologies, les font parvenir à notre programme qui a le mandat d'assurer la large diffusion. Mais à côté de cette diffusion, nous entreprenons aussi des activités de recherche. Nous avons beaucoup d'activités de recherche sur le changement climatique, et que ce soit du côté de la séquestration du carbone, que ce soit du côté de l'adduction d'autres gaz à effet de serre en dehors de ceux du carbone, et que ce soit également les activités en relation avec le choix des engrais dans les systèmes musicoles pour réduire toujours les gaz à effet de serre. Enfin bref, changement climatique en relation avec l'adaptation, en relation avec l'atténuation. Dans notre domaine, il permet de booster la production agricole. Et pour ce faire, on n'est pas seul. Le programme a beaucoup de partenariats avec les institutions internationales. Je vais citer l'ICRISAT, je vais citer World Veg, je vais citer le CECAF, je vais citer l'ICRAF, je vais citer l'ITA, je vais citer le CIAT, je vais citer IFPRI. Toutes ces institutions internationales collaborent avec notre programme. Et nous avons des activités de recherche, des activités de développement. En ce qui concerne le développement, il y a par exemple IMI, qui est International Water Management Institute, avec qui nous avons des activités de développement carrément en relation avec le transfert de technologies vers la riziculture irriguée et puis vers la gestion de l'eau pour les cultures pluviales telles que le sorgho. Donc vous voyez qu'il y a une panoplie d'acteurs avec lesquels on travaille, des chercheurs, des développeurs, et tout ça c'est pour booster la production au niveau de nos agriculteurs. Et donc, ces différentes institutions, plus liées, génèrent des technologies. Ces technologies sont testées d'abord à la station, ensuite ils font un milieu paysan pour avoir des résultats. Une fois que ces technologies sont éprouvées, nous avons le mandat d'assurer la diffusion, donc la mise à l'échelle. Et ça, c'est de Kyle à Kidal. Et partout où cela est possible, ces technologies pourront être testées et mises à la disposition des paysans. Nous avons encore créé des variétés de sorgho pour le système de décrue, parce que nous avons vu que dans le système de décrue, lors de notre diagnostic, on n'avait qu'une seule variété, il disait maca. Bon, de maïs plutôt, on dit maca. Et quand il s'agissait de sorgho, on disait magaleme. Donc on s'est dit, mais partout on passe, c'est soit maca pour le maïs, magaleme pour le sorgho. On s'est dit, mais ça veut dire qu'on a un problème de variété ici. Notre programme de sorgho ici qui est là, qui sont des généticiens, on les a amenés, on les a expliqué ce qu'on veut faire. On a fait les premières opérations qui sont les tests d'évaluation participatifs avec les paysans qui faisaient un système de vote pour pouvoir choisir les différentes variétés qu'on a. Et maintenant, une fois qu'on a pu avoir les variétés qui étaient adaptées à la zone, ils ont fait des croisements avec des variétés qui viennent de Tombouctou, donc la même zone de décrue. Donc on a pu créer des variétés. Donc ces variétés-là, on les a appelées Yilimani 1, Yilimani 2, Yilimani 3 et Yilimani 4, parce que la zone de recherche c'est Yilimani, c'est le secteur de Yilimani. Et donc, ces 4 variétés ont été inscrites au catalogue de la CEDEAO. Donc si vous partez tout de suite, vous tapez Yilimani 1, 2, catalogue CEDEAO, variété, tout de suite, vous allez voir les 4 variétés inscrites avec toutes les caractéristiques, longueur, cycle, le potentiel d'andement et tout le reste. À côté de cela, également il y a des maïs. Parce qu'on avait pris au départ, j'avais amené après 30 variétés de maïs. J'ai testé des variétés qui donnaient 4 tonnes, 5 tonnes ici en pluvial. En décrue, ces variétés ne donnaient que 200 kg, 300 kg. Donc on les a écartées petit à petit. Et finalement, il y a 3 variétés qui sont restées, qui sont d'embagnement, la variété d'embagnement. Il y a la variété Soutiwaka.
il y avait la variété Jorobana. Ça, ces 3 variétés se sont vraiment démarquées sur toute la ligne. Et c'est des variétés qui vous donnent vraiment 2 tonnes le doigt dans le nez, dans ce système-là. Et également, nous avons apporté aussi des variétés de niébé, des variétés aussi d'arachide. Donc ces variétés-là sont également en phase d'évaluation dans les milieux de cru. Et on a certaines variétés qui se sont démarquées déjà 2 ans de suite. Par exemple, il y a AK1 et puis il y a Oulibaly. Bon, ça c'est des variétés qui se sont comportées parmi les variétés de niébé. Bon, il y a aussi 2 variétés du groupe IGCV. Ça c'est des variétés développées par Ecrisat, que nous sommes en train de tester. Bon, c'est de voir quelles sont les variétés qui s'adaptent et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur production. Une fois qu'on a atteint ça, on a le paquet technologique, en ce moment on est prêt à la diffusion. Bon, un autre résultat programme dans ce programme-là, c'est le traitement phytosanitaire. Au début, nos agriculteurs utilisaient seulement le caïman rouge. Et à un moment donné, on est arrivé on a trouvé qu'ils étaient arrivés à un moment où les cultures étaient dévastées à presque 60% parce qu'il y avait des attaques d'insectes depuis le semis qui assistent la faune de semis et le reste. Et donc, avec les conseils des autres chercheurs entomologistes et autres qui ont travaillé sur les pesticides, bon, on a pu identifier l'insector et qu'on a combiné avec des techniques d'enrobage, de trempage des semences. Donc tout ce qu'on avait comme technologie. Donc on les a mis ensemble et on est parvenu à assurer une certaine production très élevée par rapport à la pratique paysanne. Par exemple, au moment où la pratique paysanne nous donnait 600 kg, 700 kg pour ce sorgho-là, quand on utilise l'ensemble des technologies, c'est-à-dire l'enrobage des semences, le trempage, le traitement phytosanitaire, on se retrouve à 1 tonne 800, 1 tonne. Donc une différence de pratiquement 600 à 700 kg. Et ça a été extrêmement important. Un autre résultat encore par rapport toujours à ce projet-là, c'est que lorsqu'on arrivait, les paysans ils semaient 1 mètre sur 1 mètre comme densité. Donc 1 mètre entre les 2 pieds de sorgho et 1 mètre dans l'autre sens aussi. Donc quand on est venu, on a dit bon, on va faire moins que ça. On a testé, on a pris toujours les 1 mètre qu'ils avaient, mais on les a mis à 0,50. Et quand ils ont vu qu'on produisait beaucoup plus que ce qu'ils produisaient, et on avait des densités réduites, et ça leur donnait encore l'occasion de mettre du niébé et autres entre les rangs. Donc toute la zone a pris d'elle-même cette technologie-là. Donc cette technologie en relation avec la densité, ils ont adopté, ils n'ont même pas besoin d'attendre la recherche. Non, ils ont vu que c'est bon. Et puis ils ont adopté maintenant, vous avez des problèmes pour avoir un témoin. Si vous le dites, bon, le témoin c'est quoi? Non, le témoin c'est 1 mètre 0,50. Et ça, c'est la recherche qu'il a apportée. Mais ils l'ont adopté, donc du coup, ils ont abandonné carrément la densité qu'ils avaient. Et donc, on n'a plus de témoin de cette envergure-là. En ce qui concerne les impacts, nous, les partenaires collaboratifs, je veux dire les paysans avec qui on fait les tests de démonstration et autres, nous, on voit tout de suite l'impact parce qu'un paysan qui commence tout de suite, qui avait 600 kg, tu reviens te dire, bon, l'année dernière, je n'ai pas acheté à manger, ça veut dire qu'il y a un impact. Bon, et quand il te dit que maintenant, j'ai pu vendre même un peu de maïs, j'ai acheté une petite télé, tu sais que c'est un impact. S'il s'agit de ce projet-là, comme je l'ai dit, les ressources viennent du gouvernement de Norvège et du gouvernement du Mali. Chacun donne sa partie. Les ressources ne sont pas suffisantes pour le reste de la recherche, mais pour ce projet-là, c'est le budget qui a été proposé, qui a été financé. Donc on ne peut pas parler de finances par rapport à ce projet-là. Bien que souvent, du côté malien, bon, ça traîne un peu avant que ça vienne, mais ils ont tout le temps, ils ont payé, mais ça traîne. Maintenant, en règle générale, la recherche, elle n'est pas financée en Afrique, c'est connu. On compte toujours sur l'extérieur, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, partout, c'est les partenaires qui viennent, qui financent la recherche. Alors que la recherche, c'est un domaine de souveraineté. C'est l'État qui doit prendre à bras le corps les activités de recherche, financer les recherches pour que les programmes de recherche puissent orienter leurs travaux vers les vrais problèmes de leur population. Si vous avez une vision d'un problème qui ne répond pas à ce que le barre de fonds veut que tu abordes comme
problème, tu es obligé de laisser ce que tu as, hein, bien que ce soit ça le vrai problème, pour faire face à ce que lui veut. Les organisations philanthropiques, là, quand ils veulent financer la recherche, ils passent par d'autres organisations internationales. Donc, si eux viennent dire que bon, nous on trouve qu'on a envoyé des consultants sur le terrain, c'est ça le problème, donc c'est ça qu'on va financer. Mais ces consultants, ce n'est pas eux qui connaissent nos vrais problèmes. Donc même s'il y a des financements dans ce genre pour nous soutenir, les structures qui sont mises en amont pour gérer ces fonds-là viennent toujours avec des idées qui ne sont pas forcément en accord avec les idées qu'on a sur le terrain. Donc, même s'il y a des cas de financement de ce genre-là, ce n'est pas évident que ça réponde vraiment, hein, à ce qu'on veut avoir comme terrain de financement. Bon, et il y a ça. Bon, on sait que l'ancien régime, à un moment donné, avait fait des efforts en orientant 15% du budget pour la recherche. Il y a un fonds qu'on appelle le fonds FCRIT, et qui était basé au niveau du CNRST, hein, qui faisait, je sais pas, 1 milliard et quelques, et 1,8 milliard, je crois. Et donc, ces fonds-là, hein, sont destinés à toute la recherche du Mali. Donc, toutes les structures de recherche, tous les chercheurs, qu'ils soient indépendants, hein, qu'ils soient gouvernementaux, pouvaient écrire leurs projets et les soumettre. Et tous les projets qui étaient pertinents, qui répondaient, hein, à un besoin immédiat de la population, sont systématiquement financés et on leur donnait l'argent pour qu'ils travaillent. Les difficultés, comme vous savez, au Mali, on est en train de vivre le Covid. Bon, le Covid est une difficulté, mais nous avons pu la contourner par les mesures barrières. Donc, on explique clairement aux agriculteurs ce qu'il faut faire, hein, les mesures barrières. Maintenant, je ne sais pas, les autres, tout ceci, on doit prendre en compte la démission du président de la République. Bon, ça, c'est une contrainte parce qu'il y a d'autres partenaires hein, qui vont traîner le pas ou qui traînent le pas, qui préfèrent attendre d'abord. Bon, ça, c'est des contraintes qui peuvent surgir, mais on va essayer toujours de s'adapter hein, avec les moyens de bord, passer par des sensibilisations, essayer de réduire certaines activités sans pour autant stopper l'activité hein, en vue de pouvoir arriver hein, au bout avec nos agriculteurs. Nos collègues chercheurs, c'est de serrer la ceinture. Et il faut toujours écrire, il faut publier aussi pour que les autres chercheurs du pays et même d'ailleurs de la sous-région puissent bénéficier des travaux des chercheurs. Donc, avoir les résultats qui donnent dans les tiroirs n'est pas une solution. Il faut absolument hein, les diffuser dans des journaux à comité de lecture. Et également, il faut beaucoup écrire les projets puisque on sait qu'on vient de dire que nos États nous donnent très peu. Donc il faut chercher sur les compétitions, les appels à proposition, hein, se mettre ensemble avec d'autres pays ou avec d'autres institutions internationales ou nationales, hein, chercher des financements, les drainer dans le pays et donc et puis les utiliser pour résoudre les problèmes de nos agriculteurs. Hein, voilà, donc tout en ayant en tête que bon, il faut concilier les deux exigences du chercheur, c'est-à-dire publier pour avancer dans la hiérarchie, en même temps écrire pour pouvoir avoir de l'argent et travailler. Bon, à l'endroit de l'État, vraiment qui continue les mesures qui avaient débuté, qui consistaient à allouer des fonds aux chercheurs, des fonds compétitifs aux chercheurs, on voudrait que cette enveloppe-là soit considérablement majorée. Il ne faut pas que l'on délaisse ce cap-là. Ce cap-là est primordial, l'ancien régime l'a vu. Hein. On ne peut pas être autonome, on ne peut pas assurer son autosuffisance alimentaire sans être indépendant par rapport à ses activités de recherche. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Toi, tu veux faire de la bouillie et l'autre là qui te dit non, il faut faire du riz gras. Et c'est lui qui a l'argent. Tu es obligé de laisser ta bouillie pour faire son riz gras. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut absolument que hein, les États épaulent la recherche dans toute sa diversité et pour qu'on puisse en sortir.